Le diagnostic, en psychiatrie, ça peut paraître un peu obscur. Mais en réalité, ça repose sur une méthode très structurée et rigoureuse. On va décortiquer ça ensemble. Alors pour commencer, il faut poser les bases avec deux termes essentiels. D'un côté, il y a la nosologie. C'est la science qui réfléchit à comment on classe les maladies, le pourquoi et le comment. Et de l'autre, on a la nosographie. Ça, c'est le résultat concret, le manuel de classification comme le DSM-5 que les cliniciens utilisent. Le processus de diagnostic n'est pas du tout laissé au hasard. En fait, il faut l'imaginer comme un entonnoir. On part d'observations très larges et on affile, on resserre petit à petit jusqu'à arriver à une conclusion bien précise. Ce processus se fait en 4 grandes étapes pour bien spécifier les choses. D'abord, on identifie la grande famille du trouble, par exemple un trouble psychotique. Ensuite, on précise, disons, un trouble schizophrène. Troisième étape, on définit le type, comme le type paranoïde. Et enfin, on regarde ce qui se passe autour, les autres conditions associées, ce qu'on appelle les comorbidités, pour avoir le tableau complet. Et le but de tout ça est très clair. Le diagnostic principal doit répondre directement au motif de la consultation. En d'autres termes, il s'agit de comprendre pourquoi cette personne est venue nous voir aujourd'hui. Mais comment on recueille toutes ces informations pour remplir l'entonnoir ? Eh bien, grâce à l'examen sémiologique. C'est vraiment la boîte à outils du clinicien. Toute la science de l'observation et de l'analyse des signes et des symptômes. Pour avoir une vision à 360 degrés, cet examen explore méthodiquement 8 domaines clés. On va les passer en revue, la présentation et le contact, l'activité psychomotrice, le langage et la pensée, la perception, l'attention et la mémoire, l'affectivité et l'humeur, les fonctions physiologiques et enfin le comportement, le jugement et l'insight. Et chaque signe qu'on observe va être classé dans l'une de ces 3 grandes catégories. Positif, c'est quelque chose en plus qui s'ajoute. Négatif, c'est quelque chose en moins qui manque. Et la désorganisation, c'est quand les choses fonctionnent de manière incohérente. Ce cadre, c'est vraiment la clé de toute l'analyse. Allez, on commence avec les 4 premiers domaines. Ils se concentrent sur tout ce qu'on peut observer directement, les comportements et la façon dont la pensée s'organise. Pour la présentation et le contact, on va regarder des signes négatifs comme l'incurie, un certain laisser-aller ou l'amimie, une absence d'expression. Des signes de désorganisation, ce serait plutôt l'écomimie, l'imitation des mimiques, ou la paramimie, des expressions inadaptées. Au niveau de l'activité psychomotrice, la logique est assez simple. Trop de mouvements, comme l'agitation, c'est un signe positif. Pas assez de mouvements, comme un ralentissement extrême ou une immobilité, c'est un signe négatif. Et des mouvements bizarres, maniérés, comme l'écopraxie, l'imitation des gestes, ça, c'est la désorganisation. Le langage, lui, est un excellent reflet de la pensée. Un flot de paroles incessant, la logorée, c'est positif. Une pauvreté du discours, l'alogie, c'est négatif. Et puis, un discours qui part dans tous les sens, tangentiel, ou l'invention de mots, les néologismes, ça trahit une désorganisation. Quand on s'intéresse au contenu de la pensée, tout ce qui apparaît en plus, comme des idées délirantes, des phobies, des idées de grandeur, tout ça, c'est classé comme signe positif. Même logique pour la perception. Des perceptions qui s'ajoutent à la réalité, comme les hallucinations, sont positives. Une sensation d'être détaché de soi-même ou du monde, la dépersonnalisation, est un signe de désorganisation. Voilà pour l'observable. Maintenant, on passe à des fonctions plus internes, comme la mémoire, l'humeur et tout ce qui est physiologique. Pour l'attention et la mémoire, une concentration extrême ou des flashbacks, c'est positif. Une difficulté de concentration ou une amnésie, c'est négatif. Quant aux distorsions de la mémoire, comme les faux souvenirs, la paramnésie, ça relève de la désorganisation. Côté affect et humeur, une humeur exaltée, l'hyperthymie, est un signe positif. Une perte de plaisir, l'anédonie ou un manque d'émotion, l'apathie, sont des signes négatifs. Et quand l'émotion ne correspond pas à l'idée exprimée, on parle de discordance, un signe de désorganisation. Même les fonctions de base, comme le sommeil ou l'appétit, donnent des indices. Un excès, comme l'insomnie, est positif. Un déficit, comme l'anorexie, est négatif. C'est assez direct. Et enfin, le comportement et l'insight, c'est-à-dire la conscience du trouble. Des actions répétitives comme les compulsions sont positives. Le retrait social ou une faible conscience de son état sont des signes négatifs. Les comportements bizarres, eux, indiquent une désorganisation. Bon, on a maintenant collecté une montagne d'observations. L'étape cruciale, c'est la synthèse. Comment est-ce qu'on passe de tous ces petits signes à un tableau clinique qui a du sens ? L'idée fondamentale, c'est que ces signes ne sont jamais isolés. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases. Ce sont des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, forment des motifs reconnaissables. Et ces motifs, ce sont les syndromes. Cette approche permet de faire émerger des syndromes clés. Un syndrome thymique, qui touche à l'humeur, ou un syndrome catatonique, pour le mouvement par exemple. Ce sont ces grands ensembles qui vont vraiment guider le diagnostic final.
Et tout ce cheminement rigoureux et méthodique nous amène finalement à une question essentielle. Est-ce qu'un diagnostic est juste une étiquette qu'on colle sur quelqu'un, ou est-ce que c'est plutôt une boussole, un guide pour orienter les soins? C'est ça le véritable enjeu.